J'accueille à mes côtés Arnaud Laroche. Arnaud Laroche, c'est le directeur général de Bluestone, qui est un vétéran de la data. Parce que aujourd'hui dans la data, moi j'ai l'habitude de présenter les choses comme ça. Il y a les tout petits. Les tout petits, ben, c'est nous, c'est Quantmetry, c'est les startups, c'est les boîtes qui ont entre 1 et 10 salariés. Il y a les gigantes, les géants, ceux qui disent beaucoup faire du big data, mais qui n'en font beaucoup plus en communication qu'en reste. On va pas citer de nom, mais c'est tous les grands cabinets de conseil, tous les grands cabinets de stratégie, tous les grands cabinets d'organisation, tous les grands cabinets d'outsourcing, de technologie, etc. Enfin, je pense que les mots-clés que je vous ai donnés ont été suffisamment précis pour que vous imaginiez de qui je parle. Donc vous verrez beaucoup de managing partner in big data, mais très peu d'équipes in big data. Et puis il y a le in-between, il y a les gens entre les deux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense qu'il doit y avoir deux trois personnes sur le segment à l'échelle de Paris. Et Bluestone fait vraiment figure de proue dans le sens où vous avez une super bonne réputation, vous êtes là depuis très longtemps sur le marché, vous avez eu l'occasion de travailler avec quasiment tous les partenaires français sur la thématique de la data. Et donc on va commencer cette petite discussion avec vous en vous proposant d'interagir et en se posant chacun à l'autre des questions pour voir quelles seront nos questions. Et Arnaud, je te laisse commencer. Oui, bon, merci pour cette introduction très, très élogieuse. Alors, moi, je voudrais aussi en profiter pour adresser un merci très, très chaleureux à Quantmetry pour l'organisation de cet événement. D'abord parce que ce sont eux qui sont à l'origine de cela. Comme l'a dit Jérémy, c'est une start-up, peu de gens. Ils ont cru à ce projet, ils l'ont tenu à bout de bras et il a vu le jour aujourd'hui. Pour autant, bah, ils ne se sont pas beaucoup mis en avant aujourd'hui. Je crois qu'ils ont laissé beaucoup la place à leurs partenaires, qui ont donc trouvé, dont nous, qui avons trouvé notre compte. Je crois que c'est un bel événement et puis le début d'une longue suite, je l'espère, qui participe à animer cet écosystème autour de la data. Et ça me semble extrêmement important et donc un merci très très chaleureux. Voilà. Merci Arnaud. Même si dans les faits, ce sont des concurrents, hein. Alors on va dire que quand on est tout petit, on est des concurrents, on devient amis avec plein de personnes. Non mais c'est vrai. Parce que moi j'ai des gens parfois, alors on est très détendu là, hein, mais j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, bon on fait la même chose, mais il y a un projet que je vais perdre parce que j'ai pas assez de consultants en ce moment, ça m'arrangerait que ce soit vous qui le gagnez, je vais vous présenter le client. Donc Ouais. on se retrouve dans cette situation-là. Tant qu'on est petit, on n'est pas dangereux, donc on est concurrents mais amis. Oui, 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 tout à fait. Alors bon, oui, on va essayer de changer un petit peu le format parce que Jérémy, il a fait beaucoup de journaliste jusqu'ici. On va lui peut-être lui donner un rôle un peu plus de scientist parce que ce métier-là, il le connaît, il le fait lui aussi très bien. Et puis, je crois qu'il lui aussi, il a un passé assez élogieux dans le domaine de la finance. Donc, on va le faire de façon interactive, échanger nos points de vue vis-à-vis de vous et pourquoi pas avec vous sur tous ces sujets qui touchent à l'exploitation de la data. Alors nous, du big data, bah, non, ça fait pas 15 ans qu'on en fait, parce que ça n'existait pas il y a 15 ans. En revanche, ce qu'on fait depuis plus de 15 ans, c'est effectivement de la valorisation de la donnée, qu'elle soit small ou big, et ce qu'on appelle la data science. Et bah, au cours de ces années écoulées, plus de 15 années écoulées, on a vu passer pas mal de choses. On a vu, alors nous on est parti de la statistique, on a vu le data mining, on a vu la business intelligence, on a vu le CRM, on voit le big data aujourd'hui et donc pas mal de transformations au cours de cette période. Alors si je dois donner un point de vue personnel avant de demander à Jérémy ce qu'il en pense sur ce qui a fondamentalement changé depuis ces années autour de l'exploitation de la data, c'est que on est progressivement en train de passer d'une logique qui est une logique très très analytique, où la donnée était une espèce de sous-produit des applications opérationnelles que l'on utilisait dans une logique d'étude pour comprendre des phénomènes, identifier des dysfonctionnements et aider à la décision. Et ce que je constate très très nettement dans cette mouvance Big Data, c'est que la donnée est en train de migrer progressivement vers le monde opérationnel. C'est-à-dire qu'elle n'est plus un sous-produit des applications, elle devient partie intégrante des applications en question et très tournée vers les opérations. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus seulement la donnée pour décider, mais on la met au cœur des systèmes
pour innover aussi bien au niveau des processus qu'au niveau des produits. Donc une logique beaucoup plus tournée vers l'action, y compris en temps réel, avec de l'intelligence embarquée et exploitant la donnée, et vers l'innovation que vers l'analyse et la décision dans le temps un petit peu long. Et je pense que ça, c'est une évolution qui est en cours du métier de statisticien à l'origine, qui était plus sur la partie études, vers le métier de data scientist qui est tourné vers les opérations et qui explique les débats qu'on a pu voir au cours de quelques conférences sur l'opposition, la différence qui est faite entre la statistique et le machine learning, par exemple. Pour moi, statistique et machine learning, les fondamentaux scientifiques sont un peu les mêmes en réalité. Il n'y a pas de différence fondamentale, on n'a rien réinventé en termes de mathématiques, de statistiques, au niveau scientifique avec le big data. Ce qu'on est en train de réinventer, c'est le passage de ce mode analytique, on faisait de la stat pour produire des études, des rapports, comprendre des phénomènes, à une situation où on embarque de l'informatique intelligente, de l'algorithmique qui s'appuie sur des algorithmes statistiques dans les applications opérationnelles. Et effectivement, on appuie ça sur des approches de type machine learning, mais pas que, mais des fondamentaux scientifiques qui restent les mêmes, qui n'ont pas évolué, qui évoluent au rythme de la recherche fondamentale sur le sujet. Mais pas de révolution technologique de ce point de vue-là. Je ne sais pas quel est ton point de vue. Non, moi j'ai le sentiment qu'on utilise un centième de déjà ce qu'on sait et un 10 millième de ce qui existe. Donc la réalité aujourd'hui, c'est moins un problème de contenu scientifique qu'un problème de méthodologie ou de commercial ou de use case ou d'application métier ou d'automatisation des processus qu'un véritable problème scientifique. C'est l'exemple que je sors souvent. D'ailleurs, c'est malheureux parce que les gens qui vendent des plateformes statistiques sont toujours en train de dire c'est la meilleure. Mais que vous le vouliez ou non, une régression linéaire ou une addition, c'est pareil. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une calculette qui est meilleure qu'une autre, éventuellement plus résistante ou plus rapide, mais le calcul, lui, il est le même. Les calculs qu'on utilise pour faire de l'analyse intelligente sur des données, en réalité, elles dépendent très peu de la calculette, de la même manière qu'un roman dépend très peu du stylo qu'on a utilisé. Donc non, moi j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus la créativité, le critère d'adaptation, la capacité à anticiper les problèmes, les choix technologiques, les choix scientifiques qui font la sagacité du data scientist et l'originalité d'une mission, que le contenu scientifique où c'est important d'avoir un gros background, on va dire académique, parce qu'il faut bien avoir fait des études pour prétendre être data scientist, mais en réalité, moi c'est beaucoup sur le tas que je l'ai appris, en tout cas c'est beaucoup plus en finance algorithmique que sur les bancs de l'école. Donc là, on va se rejoindre, mais je pense qu'on va se rejoindre beaucoup dans cette discussion. Ou pas. Il faudra attendre un point de... On verra. Alors, je pense qu'il est peut-être intéressant de se poser la question des cas d'usage du big data. Alors, c'est un sujet qui a été pas mal évoqué. Moi, je pense que le point fondamental est vraiment centré sur la question de l'innovation et la data vue aujourd'hui comme un levier d'innovation dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment nouveau. Hein. Nous, quand on a commencé en 98, moi j'ai lancé cette activité après une formation de statisticien à l'ENSAE. Donc on allait voir nos clients en leur disant on fait de l'ingénierie statistique. Ils ne voyaient pas très bien à quoi ça pouvait leur servir. Nous-mêmes, on avait un peu de mal à leur expliquer, pour tout vous dire. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment complètement changé au niveau des entreprises aujourd'hui. Et il n'y a plus aucune nécessité d'expliquer ce à quoi peut servir la donnée dans une logique d'amélioration de la performance. L'idée que ça puisse le faire est assez profondément aujourd'hui ancrée dans l'esprit des gens. Alors, dans les faits, effectivement, à quoi ça peut servir ? Si on parle de l'innovation de procédés ou de processus, moi, les grands sujets que je vois aujourd'hui et de façon concrète sur des projets effectivement concrets autour du big data tiennent autour de différents thèmes. Beaucoup de choses autour de la gestion des actifs industriels. Donc là, on parle de grands opérateurs industriels, des gens comme EDF, RTE, la SNCF, Air France, GDF Suez, qui exploitent des réseaux. Et exploiter un réseau, c'est évidemment très compliqué, c'est cher à maintenir. La question de la maintenance est très difficile à appréhender. Quand est-ce que je vais réaliser une opération de maintenance ? Si je le fais trop tard, j'expose à un risque industriel, voire pire, humain. Si je le fais trop tôt, je le fais trop souvent, ça coûte cher. Donc quand est-ce que je vais le faire ?
La question de détection de signaux faibles aussi en temps réel. Total, hein, qui exploite des pompes de forage. C'est des objets qui sont relativement fragiles et qui coûtent extrêmement cher à remplacer, hein, les têtes de diamants qui servent au forage. Ils ont tout intérêt à repérer assez en amont une défaillance potentielle avant qu'elle ne se produise pour opérer ce remplacement avant que les choses ne cassent. Sur tous ces domaines-là, on s'est longtemps appuyé sur des approches pour le coup très statistiques, fondées sur assez peu de données, des données de retour d'expérience. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est énormément de données qui remontent de capteurs industriels, y compris en temps réel, et qui permettent d'avoir une approche différente de ces sujets-là. Avec des modèles prédictifs de la défaillance, ils s'appuient sur ces capteurs dans le temps, on va dire, long de la planification de la maintenance. Et puis dans le temps court, ce qu'on va appeler le smart alarming, hein, où en temps réel, ces opérateurs voient remonter des informations et des alertes qui détectent des signaux faibles de déviation des courbes habituelles de température, de pression, etc., par rapport à ce qu'elles doivent être, et qui leur permettent d'agir juste avant la défaillance avec des enjeux financiers qui sont très importants. Beaucoup de choses aussi autour de l'opération ou le pilotage des réseaux, et en particulier des réseaux électriques, par exemple. Piloter un réseau électrique, c'est prendre des décisions d'ouverture, fermeture, aiguillage, quand est-ce que j'arrête une centrale, comment je rebalance la production. Tout ça s'appuie aujourd'hui, il y a de grands projets en la matière, notamment chez RTE, sur des approches qui s'appuient sur du quantitatif, de la data et du data mining, en temps à la fois réel, pilotage au quotidien, et puis dans le temps plus long aussi de la planification, arrêt ou lancement d'unités de production. L'autre grand sujet, évidemment, hein, c'est celui du marketing et du target marketing, avec là une évolution très claire au niveau de la granularité de l'information sur laquelle on fait les choses aujourd'hui. Le marketing, il y a un certain temps, on faisait du marketing de masse, puis on est passé au marketing sur les segments. Aujourd'hui, ce qui change avec le big data, c'est qu'on fait du marketing vraiment sur la donnée individuelle. Et données individuelles, et c'est l'autre élément important dans l'évolution qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est plus uniquement la donnée interne de l'entreprise, hein, la donnée du CRM issue des processus transactionnels, mais on voit beaucoup de choses se développer autour également de tout ce qui n'est pas transactionnel au sens de l'achat, mais intérêt déclaré des clients, prospects, visiteurs pour les produits de l'entreprise, notamment à travers les interactions qu'elle peut avoir avec eux, à travers le e-commerce et le site web, mais également beaucoup de choses autour de la donnée externe. Aujourd'hui, la donnée, elle est de plus en plus transverse. On peut récupérer de l'information sur ses propres prospects, la croiser avec l'information de ses clients auprès d'autres partenaires, détecter des comportements intentionnistes que l'on va croiser avec les données du CRM pour avoir un marketing qui soit beaucoup plus prédictif, beaucoup plus adapté au comportement des clients qui sont extrêmement changeants et volatiles, et beaucoup plus qu'avant, et surtout sur une unité d'observation beaucoup plus fine que le segment, mais qui est l'individu à proprement parler, ce qui me semble être un second cas d'usage extrêmement important du big data, avec des enjeux évidemment de volume de données, d'où les technologies sous-jacentes, et puis des enjeux également métiers d'abord, hein, quelle est la stratégie de personnalisation qu'on va mettre en place, et des enjeux scientifiques associés. Beaucoup de choses dans le domaine du risk management, ça je pense que tu peux en parler peut-être mieux que moi parce que c'est une partie de ton passé. Je le faisais quand j'étais pas data scientist, mais en fait ça me faisait prendre conscience de quelque chose, c'est que les thématiques que tu viens d'aborder, il y en a, enfin j'en vois deux grands thèmes. Il y a un thème qui est quand même intimement lié à l'existant, c'est-à-dire que les processus de qualification de process de qualité ou de systèmes d'alarme dans les sociétés, notamment les sociétés qui sont productrices lourdes ou dans les sociétés de transport, ça a toujours existé. Il y a une vraie rupture technologique avec le big data, d'où le besoin de se faire encadrer et accompagner par toutes les missions que tu proposes. Mais ça, c'est des missions qu'on ne propose pas encore aux startups. Parce que les startups, on a très peur de leur donner quelque chose qui existe déjà, de peur qu'en le remplaçant, ou elles le cassent, ou éventuellement même si elles le remplacent, la fragilité qu'elles ont font qu'à moyen terme, on doute de leur existence, donc de leur capacité à assurer de la maintenance. Donc moi, j'ai moins l'occasion d'être sollicité sur ce premier sujet, bien que c'est un sujet qui est très lourd et qui est très fort. Et je pense que surtout, c'est un sujet qui propose à ces entreprises de changer de manière de fonctionner
en termes de réflexion. C'est-à-dire que la démarche du big data, c'est aussi une démarche exploratoire, dans le sens où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver quand on se lance dans un nouveau jeu de données ou dans une nouvelle pratique d'origine quantitative. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir des réponses, positives ou négatives, qui arrivent beaucoup plus vite que ce qu'elles arrivaient avant. Avant, lorsque vous lanciez une simulation, on va reprendre l'exemple du risk management. Avant, lorsque vous lanciez une simulation de risk management, vous le faisiez sur quelques mois. Votre simulation, elle durait tout un week-end. Une fois sur deux, elle pétait parce que l'ordinateur était tombé en panne. C'était extrêmement frustrant. Bon, il n'y avait pas le régulateur qui était aussi fort, mais indépendamment de ça, il y avait une vraie réalité qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre de piloter votre entreprise par la data parce qu'il y avait un temps de latence gigantesque entre l'idée de tester quelque chose et avoir la réponse. Aujourd'hui, on est dans une démarche exploratrice. Alors, le temps réel existe, mais en pratique, c'est pas vraiment le choix technologique qui est choisi en premier parce que c'est un choix technologique qui est un peu plus lourd. Mais le temps rapide, ça existe et on peut se retrouver aujourd'hui avec des data labs dans les entreprises qui vont tester des hypothèses ou des scénarios ou du risk management le matin et qui auront une réponse à midi, qui auront l'occasion de faire une itération l'après-midi, peut-être même une troisième itération avant le soir. Et donc ça leur met dans une démarche de réactivité et d'interaction avec l'interrogation de la data qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. Et c'est ça qui change complètement le rapport, à mon avis, avec ce type d'entreprise-là. Et puis après, il y a l'autre thème qui est le thème le plus souvent prescripteur de Big Data dont tu as parlé. C'est le thème donc, des données dormantes auxquelles on ajoute les données enrichies sorties de crawling et d'origine publique et souvent qui sont des thématiques marketing, donc qui sont avec des ROI qui sont plus facilement mesurables, qui sont plus à court terme. Donc c'est des budgets qui sont plus faciles à débloquer, donc c'est des attractions qui vont plus rapide dans le marché. Donc c'est vrai qu'il y a une distinction sur ces deux types de métiers. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 types de missions que j'ai l'occasion de rencontrer. Il y a les missions de R&D pure, c'est-à-dire des gens qui vont me dire voici mon jeu de données, amusez-vous. Donc il n'y a pas trop de relation à l'instantanéité, il y a plus un rapport à la qualité de la réponse. Donc c'est un vrai travail de data mining, on va dire quantitatif, associé à un travail de vulgarisation. À la fin, il ne faut surtout pas donner une équation de mathématiques parce qu'il y a une vraie insatisfaction de la part du client. Il faut vraiment lui apporter des résultats probants, des use cases, de l'illustration, des chiffres, des grandeurs, etc. Et un deuxième type de mission qui est la démarche exploratoire, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on va présenter une solution au client qui va lui permettre d'évoluer au fur et à mesure grâce à cet outil vers son optimum, vers son optimisation, vers ce qu'il cherche à faire. Et puis il y a le troisième type qui peut-être est un sujet que tu touches plus souvent, qui est la démarche de production. C'est-à-dire là, pour le coup, on a déjà un truc qui fonctionne. Le big data nous permet de l'empower, de le rendre beaucoup plus rentable, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. On a besoin de faire marcher une solution big data dessus. Donc on va plugger une solution big data sur une solution déjà existante qui est en production. Alors, en réalité, le passage en environnement big data de solutions qui fonctionnent, alors certes ça existe, mais aujourd'hui ce sont des cas relativement isolés. Le big data, en tout cas dans ce que je peux être conduit à identifier, à voir comme projet auprès de mes clients, le big data est plus vu comme un moyen technologique et également organisationnel, et j'y reviendrai, de créer de l'innovation et donc de répondre à des problématiques dans la logique qui est celle que décrivait Jérémy, qui est celle de la co-construction de valeur. Avant, quand on travaillait sur la data, on était dans un cycle extrêmement guidé et supervisé, savoir que il y avait des enjeux stratégiques qui étaient fixés par la direction générale, et puis de ces enjeux stratégiques découlait un certain nombre de questionnements plus tactiques. Alors l'enjeu stratégique, ça peut être de dire, voilà, on a un problème avec notre clientèle, on a une perte de clientèle, on a une perte de valeur de nos clients, il faut redresser ça. Bon, voilà, ça c'est la stratégie. La tactique, c'est de se dire comment on va le faire, avec quels moyens marketing, et donc avec aussi quels outils statistiques pour le faire, scoring, segmentation, etc. Et donc les questions autour de la data étaient formulées de cette façon-là. Construisez-moi une segmentation client ou faites-moi un score d'appétence. Donc quelque chose d'assez guidé sur lequel la démarche consistait à aller chercher de la donnée, souvent de la donnée interne d'ailleurs, construire des modèles, présenter des choses qui conduisaient à une décision. Ok, on va utiliser telle segmentation. Et puis ensuite, on industrialisait ça dans les processus, en l'occurrence le marketing. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la réflexion stratégique est beaucoup plus intimement liée à la réflexion sur les données, à la collecte et à l'entreposage de données, internes et externes.
La question, la nature des questions formulées est beaucoup plus imbriquée à la nature des modèles qui sont réalisés, puisque on réalise des modèles, on voit des choses, on se pose de nouvelles questions, on va chercher de nouvelles données, ça conduit à réfléchir, à se reposer des questions sur la stratégie elle-même. Donc on a une logique beaucoup plus impliquée de la réflexion stratégique, la réflexion tactique, la collecte, l'entreposage de données, l'exploitation de ces données-là, pour passer ensuite très vite dans un mode opérationnel où on va embarquer de l'algorithmique dans des applications, y compris des applications automatisées. Donc d'une démarche très guidée, réflexion stratégique, ce problème tactique, questions scientifiques, modèles, données, et puis décisions, et on industrialise, on se rend compte qu'on est beaucoup plus dans un cycle de réflexion qui nécessite d'allier à la fois des gens qui vont réfléchir sur le volet business, la stratégie, la tactique, le volet scientifique, les données et les modèles, et puis le volet technologique, les outils qui vont permettre d'industrialiser tout ça. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est un élément fondamental dans le big data. D'une part, il est guidé par le côté opérationnel. À un moment, ça doit fonctionner, pas uniquement pour faire des études, mais dans les produits et dans les projets. Et puis cette notion itérative entre la stratégie, le business, la science et la technologie. Et donc c'est très très lié à la notion d'innovation, plus qu'à la notion d'industrialisation de choses existantes dans des environnements qui nécessiteraient plus de données et plus d'infrastructures pour traiter ces données-là. On a fait un joli point sur le rapport à l'industrie, le rapport aux clients. Ça serait aussi sympa parce que moi, j'ai pas autant de problèmes de recrutement que toi. Mais de se poser la question de comment on recrute quand on crée un cabinet de conseil spécialisé en stats ou en data ou en data mining ou en big data. Puis surtout comment on crée un écosystème qui fait que les personnes qui nous rejoignent sont formées, soient contentes des types de projets qu'elles font, évoluent et à un profil de carrière qui font que par la diversité des entreprises ou des missions ou des technologies qu'elles vont utiliser, elles ont l'occasion de pouvoir y trouver toujours quelque chose d'intéressant. Oui. Alors, bon, il y a comment on faisait avant et puis comment on fait aujourd'hui. C'est à la fois plus simple et plus compliqué aujourd'hui. Plus simple parce que avec cet effet de mode sur la data, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent au sujet, qui s'y forment. On a vu que les écoles, et y compris les écoles qui à l'origine n'étaient pas spécialement sur la data, moi j'ai vu beaucoup de gens de l'ESTI aujourd'hui, plutôt informatique, qui va clairement sur la data. On a vu que Télécom allait sur la data. Donc en termes de formation, aujourd'hui il y a une diversité beaucoup plus importante pour recruter que ce n'était le cas auparavant. Alors après, la question qui se pose, c'est quel type de profil recrute-t-on? Est-ce qu'on recrute plutôt des statisticiens? Est-ce qu'on recrute plutôt des informaticiens? Alors, la réponse à ça, c'est de dire, c'est le mythe du data scientist, hein, le type super qui a tout compris au business ou qui est capable de comprendre tout ça très vite, qui a tout compris aux aspects scientifiques et puis qui est un super geek. Bon. Alors, il y en a. Ça s'appelle Arnaud à la Roche, non? Pardon. Non, j'aurais pas cette prétention. Donc, il y en a. Je ne sais pas s'il y en a en grand nombre. Je pense que chacun a une dominante. Certains vont plus être davantage portés sur le côté scientifique, d'autres sur le côté technologique. Toute la question, et par rapport à la question que tu poses, c'est comment on fait travailler ces gens-là ensemble. Et c'est vrai dans un cabinet de conseil comme le nôtre. Mais ce qui fait qu'ils ont envie de travailler ensemble, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a une ligne directrice qui est assez claire, et nous, elle a toujours été très claire. Elle a toujours été sur la data science. On s'est jamais écarté de ça. Donc les gens savent dans quelle perspective et pourquoi ils travaillent, que ce soit sur le volet informatique, le volet métier ou le volet scientifique. Mais elle est vraie aussi dans les grandes organisations. Et aujourd'hui, moi, j'ai effectivement pas mal de gens qui me disent on veut recruter des data scientists. Et donc, du coup, quel profil? Est-ce que c'est plutôt un informaticien, un statisticien? Alors, s'ils en veulent un, je leur dis il vous faut la perle rare, celui qui sait tout faire. Mais je crois beaucoup plus à des modèles organisationnels où on va mettre en commun des compétences métiers, scientifiques et technologiques et les faire travailler ensemble sur les sujets. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans les entreprises parce qu'il y a toujours des enjeux de pouvoir, de qui va manager tout ça, les projets, les personnes. Dans cette logique d'innovation que j'évoquais, qui me semble être au niveau du stade de maturité actuel du big data, moi, ma préconisation, et on a eu l'occasion de le tester concrètement chez des clients, c'est de dire prenez-le vraiment par l'innovation.
à savoir monter un centre d'innovation, Big Data, équipez-vous d'un peu d'infrastructure, et là-dessus créer une équipe, une petite équipe, avec des statisticiens, des informaticiens sensibilisés à la data, ayant touché au machine learning, et puis faites monter là-dessus des gens qui ont une idée des cas d'usage possibles pour travailler sur ces sujets-là. Et pour l'avoir vraiment testé concrètement, hein, y compris dans de grandes institutions, eh ben, ça marche extrêmement bien. Tout ça pour en arriver à répondre à la question, on peut recruter des gens qui ont plutôt un profil statistique, on peut recruter des gens qui ont plutôt un profil informatique. Toute la question, c'est les faire travailler ensemble dans l'organisation. Et je pense qu'au stade de maturité actuel, le faire à travers l'innovation et des centres d'innovation tournés vers le métier est quelque chose qui marche très bien, qui génère beaucoup d'intérêt du côté des métiers. Alors s'il y a des cas d'usage très clairement identifiés, c'est le cas chez certains opérateurs telco par exemple, où le cas d'usage métier est très bien identifié, il faut câbler les choses, les algorithmes et la technologie. Bon, là les projets sont plus mûrs et il y a peut-être une division des tâches qui est peut-être davantage possible, mais je crois beaucoup plus à la co-construction dans le domaine du big data et au fait de mixer des compétences issues de domaines variés qu'à l'unicité du profil ou à la séparation systématique des tâches. C'est vrai que le big data, c'est souvent utilisé comme un critère de réunification. Alors là, on fait une réunification sur deux lobes de cerveau, informatique et statistique. Il y a la réunification dans les équipes avec lesquelles on travaille, être capable de faire fonctionner les DSI avec les métiers. Il y a une réunification sur les problématiques d'enjeux stratégiques. C'est l'occasion d'asseoir autour d'une table un DAF, un directeur d'innovation, un directeur stratégique, etc. Donc il y a souvent cette notion puisque c'est un sujet qui est nouveau et que la data, en fait, ça concerne clairement tout le monde, autant l'utiliser comme prétexte pour savoir dans quelle direction on va marcher ensemble. Il y a aussi une autre question qui m'intéresse, c'est les profils sélectionnés data scientist. Paradoxalement, c'est pas les meilleurs qui viennent des meilleures formations. On a plus des géo-trouve-tout qui viennent d'une formation ou d'une autre, mais qui sont très débrouillards et qui ont appris beaucoup sur le tas, que on pourrait rester dans un stéréotype, polytechniciens qui auraient validé tous leurs modules, mais forcément qui ne seraient pas adaptés à ce type de métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Ouais. aussi? Alors, nous, on aime les deux profils, mais très clairement, ce qui est très important, je pense, quels que soient les fondamentaux de compétences, qu'ils soient plutôt scientifiques ou informatiques, il faut des gens ouverts, des gens créatifs et des gens qui soient tournés vers l'innovation. On a, et j'en ai vu, des très très bons statisticiens qui sont enfermés derrière leurs données, derrière leurs papiers et qui ont une difficulté à communiquer auprès des métiers. J'ai vu aussi de très bons informaticiens qui sont derrière leur code et qui ont du mal à s'ouvrir du côté des métiers ou du côté des statisticiens. Ça ne marche pas. En réalité, ça ne marche pas. Alors, le fonds de compétences est fondamental, il est très important et effectivement, il y a des gages de formation dans les grandes écoles qui sont là et qui apportent ça. Mais avant tout, des gens ouverts, créatifs, innovants et ouverts au business parce que les enjeux ils sont business derrière. Et parfois, moi, quand j'ai commencé, avant de créer la société, j'ai fait de la recherche. Et quand je l'ai créé au début, la seule chose qui m'intéressait, c'est de faire de superbes modèles économétriques. J'arrivais pas à les vendre à mes clients, hein. Je ne comprenais pas à quoi ça pouvait bien servir. Mais moi, c'était ça mon moteur. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas grand-chose et ça ne me permettait pas d'en vivre. Et que la vraie question, c'est à quoi ça sert dans le monde de l'entreprise. Et à quoi ça sert conduit parfois à choisir une solution scientifique extrêmement dégradée par rapport à ce qu'on pourrait faire si on respectait l'état de l'art, mais ça marche. Et ça doit vraiment être guidé par cette démarche-là, orientée résultat. Alors il se trouve que les années passant, les produits évoluant et les exigences augmentant, la différence se fait de plus en plus sur la qualité scientifique sous-jacente. Aujourd'hui, il y a des euros, espèces sonnantes et trébuchantes à se faire en gagnant en qualité prédictive sur un modèle de recommandation de produits, un modèle de scoring sur du crédit. Les leviers business se font aussi sur la qualité des modèles scientifiques, mais c'est les leviers business avant tout. Et ça, c'est de l'ouverture à cet aspect-là qui est très important, avec cette difficulté que c'est quand même des profils plutôt scientifiques qui travaillent sur ce sujet-là, qui ne sont pas toujours très ouverts à ce monde du business. Et c'est pourtant fondamental. Et puis surtout, il y a une consommation de l'algorithmie qui est galopante parce que comme la rupture technologique impose des nouveaux formats, on se retrouve dans des situations où un algorithme de recommandation sur site internet
qui peut permettre de faire apparaître 30 solutions n'est pas du tout le même qu'un algorithme de recommandation sur téléphone où il n'y aura que 6 solutions qui apparaîtront, qui n'est pas du tout le même qu'un algorithme d'optimisation sur tablette où il y aura 12 solutions. Alors, bon, l'exemple était un peu trivial, mais les exemples sont nombreux de devoirs d'anticipation à faire en sorte de toujours optimiser un processus. Et en effet, la rentabilité est assez forte, aujourd'hui principalement dans le marketing, dans la vente. On se retrouve aussi surtout sur des thématiques de télécom, de banque. Mais pour reprendre l'exemple des banques, imaginez qu'aujourd'hui une banque ne fait pas de pub. Vous allez sur un site de banque, vous n'avez pas aucun bandeau publicitaire. Enfin, ça à vérifier combien de banques sont concernées par ce que je dis, mais nécessairement ils y arriveront un jour. Donc il y a un besoin d'algorithmie. Et en plus, ils ont d'autant plus d'informations sur leurs clients qu'ils savent exactement quel est votre profil de consommation avec votre carte de crédit. Donc la pub que vous verrez sur une banque sera beaucoup plus adaptée à votre profil de consommation que la pub que vous verrez sur un site internet. Donc il y a ce besoin d'algorithmie qui est importante. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Criteo en est un exemple. Il y a le e et le m-commerce aussi qui sont très consommateurs. Enfin, le champ est très important. Pour conclure un petit peu, j'aimerais juste avoir ta conclusion du marché, ta vision du marché, savoir si toi aujourd'hui sur l'échiquier parisien du conseil en data, est-ce qu'il y a encore des places à prendre? Quel type de place? Vers quel type de direction tu orienterais les personnes qui sont avec nous et qui aimeraient faire ce genre de métier? Alors la question donc s'adresse plutôt à toi. Bah toi, tu as une place à prendre, hein. Merci. Tu l'as bien compris. Non, ouais, enfin, c'est un marché qui est complètement explosif, hein, actuellement. Nous, on le vit, on est vraiment au cœur de ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est comme une nouvelle naissance. Euh, on a galéré hein, de 98 à 2003. En 98, on était 2. En 2003, on était 6 parce que personne ne comprenait rien à ce qu'on faisait. 2003, ça a commencé à décoller, mais de façon un peu molle malgré tout. Aujourd'hui, ce à quoi on croit fondamentalement hein, depuis 15 ans, on n'a pas, si vous voulez, autour de la data, on n'est pas allé vers les métiers tellement hein, de la business intelligence, du reporting, etc. On s'est toujours axé vraiment sur l'analytique, création de valeur à l'aide de modèles, d'algorithmiques, etc. Et aujourd'hui, on vit cette période big data, data science vraiment comme une nouvelle naissance. Donc, des opportunités, j'en vois énormément. Et de fait, bah, je vois des concurrents qui arrivent sur le marché. C'est pas bien pour nous, mais en même temps, c'est révélateur du fait que le marché existe, qu'il a un nom, ce qui n'a pas toujours été le cas. Nous, on était sur un marché qui n'avait pas de nom. Alors, le data mining, peut-être, mais ce n'était pas un marché en tant que tel. Donc aujourd'hui, il est explosif. Donc, alors il y a des places à prendre. Elles seront à prendre dans les grands groupes hein, qui vont avoir besoin de ces compétences. Elles sont bien sûr à prendre dans les cabinets de conseil. Et puis, je crois qu'il y a un potentiel de création de produits autour de la data qui est énorme. Et François Bourdoncle le disait tout à l'heure. Et là, il y a une possibilité de création de valeur par les startups, si on pense à la mobilité, autour de la mobilité, extrêmement de choses à faire en termes de data. Alors, tout ce qui est aide à la conduite économique, tout ce qui est aide au diagnostic à distance, diagnostic médical. Aujourd'hui, il y a des pacemakers qui enregistrent en temps réel l'état de votre cœur et qui vont vous alerter si vous êtes en train de subir une défaillance avant qu'elle ne se produise. On peut imaginer que pour traiter l'AVC en préventif, ce sera la même chose, qu'il y ait des systèmes qui permettent de prendre, pour les gens qui ont une maladie importante, d'avoir des capteurs qui envoient ça en temps réel à des systèmes qui vont analyser et leur remonter des alertes s'ils sont en train de subir un événement qui est manifestement dangereux pour leur santé. Donc, énormément de choses à faire, non pas seulement sur les process dans l'entreprise, marketing, risque, gestion industrielle, mais sur la création de nouveaux produits, de nouveaux services. Et je crois que là, il y a des places à prendre qui sont vraiment très très importantes. Et c'est là qu'on attend les startups, qui seront pour nous des clients. Voilà. Mais je crois qu'il y a énormément de choses à faire en la Oui, matière. c'est vrai que pour compléter là-dessus, la France a un petit retard, on va dire, par rapport à d'autres marchés. Mais dans le marché américain, dans le marché israélien en particulier, les startups constituent en elles-mêmes des clients potentiels de tout le marché du consulting de la data. Donc on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, ce qui pour nous est à peine naissant, et là-bas est déjà devenu un secteur industriel à part entière.
Bon, merci beaucoup Arnaud. Alors, juste un petit mot pour parler c'est un projet qu'on a monté, Très important. ouais, qu'on a monté en consortium en fait avec le groupe des écoles d'économie et statistique, NSAE, NSAI, et puis aujourd'hui il y a d'autres écoles qui sont en train de s'intéresser au sujet. Donc c'est un projet qui s'appelle datascience.net. Qui est en ligne depuis une semaine. Alors pour l'instant en préouverture, l'ouverture officielle se fera en janvier, mais il est déjà possible de s'y connecter, et qui est l'équivalent pour ceux qui connaissent, du Kaggle anglo-saxon, et qui permet à des entreprises, des donneurs d'ordre, de mettre à disposition des données et de lancer sur ces données des challenges d'innovation pour créer des modèles prédictifs. Vraiment dans cette logique de challenge. Donc pour les data scientists qui sont dans la salle et qui voudraient s'exercer à cela, voilà, le Kaggle français existe. Il est pour l'instant embryonnaire, hein. Il y a 3 challenges puisqu'on l'a ouvert depuis une semaine. Il y en aura beaucoup plus au mois de janvier puisqu'on a des retours et des échos très très positifs des entreprises que l'on rencontre à ce sujet, qui sont très intéressées et qui sont en train de préparer des projets et des challenges en la matière. Et puis beaucoup d'idées de déclinaison, notamment autour de la sécurisation des données, parce que ce sera un enjeu sur ce type de sujet qu'on mène avec la technologie du CASD, d'hébergement de données. Voilà, donc un projet qui, je l'espère, va prendre de l'ampleur, mais qui est déjà ouvert et sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous amuser et sur les données qui sont là et même être rémunéré si jamais c'est vous qui remportez les challenges. Voilà. On souhaite à datascience.net autant de succès que Kaggle, qui est un énorme succès et qui a changé complètement la façon, enfin le rapport qu'ont les entreprises avec leurs propres données et avec les prestataires de services dans le monde de la data. Merci beaucoup Arnaud.